Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. On va quitter ici, c'est très important. Voilà, j'espère que tout le monde va très bien. J'espère que tout le monde va très bien. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne et partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, mes frères et sœurs. Partagez le direct et mettez mes étoiles en quitté ici. Mettez mes étoiles en quitté ici. Ouais. Bertline et Somme. Big up à vous, Madame Bertline. J'espère que vous allez très bien. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. On va quitter ici. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. C'est très important, c'est très important. Aujourd'hui, on va partir en Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons nous adresser au président Laurent Gbagbo, au président Alassane Ouattara et la stratégie de chacun. Et pourquoi l'autre ne prospère pas et l'autre prospère. C'est très important parce que tant que les gens n'ont pas compris ça, ils vont aller d'erreur en erreur. Mettons nos égos de côté et disons-nous la vérité, c'est très important. Voilà pourquoi je fais ce direct pour dire les choses que beaucoup de personnes ne veulent pas dire ou ne veulent pas voir. C'est très important. Donc je suis là, je ne dis pas sur quelqu'un, mais je vais exposer quelque chose que beaucoup de personnes ignorent ou ils font semblant de ne pas voir. C'est très important. Ils font semblant de ne pas voir, mais ce sont des choses qui sont réelles. Et donc, il faut en parler. Parce que si les gens ne tirent pas des leçons, des erreurs passées, ils vont toujours répéter ces mêmes erreurs. C'est très important. Ah, merci à vous. Merci à vous, merci à vous. C'est très gentil de votre part. Alors, donc, sans trop tarder, je vais rentrer dans le but du sujet. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, mon donne, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, des la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dire certaines choses à propos de nos hommes politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que ces hommes politiques, qu'on veut le ou pas, il y a quand même une partie de la population qui suit ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le peuple, chaque citoyen a choisi son leader politique. Et donc, avec ces choix, si nos politiciens qui sont comme des guides font des erreurs, c'est le peuple qui subit, c'est le peuple qui meurt. Alors, dans le futur, pour ne plus que quelqu'un meure, il faudrait que nos politiciens, qui sont comme des guides, sachent où est-ce qu'ils envoient le peuple. C'est très important. Parce que quand tu fais la politique et que tu ne sais pas où tu vas, non seulement tous ceux qui te suivent, ils partent à la perdition. Tu les envoies à l'abattoir et tu ne leur garantis pas une victoire quelconque. Or, dès le début, si tu leur as fait comprendre que voici le chemin que nous suivons, voici ceux qui nous accompagnent, voici ceux qui vont avec nous, en ce moment-là, c'est clair dans la tête de tout le monde que où on va là, peut-être on va réussir, on va arriver à destination ou pas. Ceux qui veulent, ils se retirent. Ceux qui veulent continuer, ils continuent. Mais quand ce n'est pas défini, ça devient autre chose. Donc, pour être clair, dans ma vidéo ici, là, j'ai dit la politique de Laurent Gbagbo n'est pas définie. Ceux qui sont émotifs, ils vont tout de suite bondir sur moi. Je ne suis pas là clasher qui que ce soit. C'est très important. Même si tu aimes Gbagbo, il faut écouter d'abord ce que je vais te dire.
Si tu aimes Gbagbo, tu es amoureux ou amoureuse de Gbagbo, et que tu es gore, tu es Gbagbo ou rien, et que tu ne veux même pas qu'on critique Gbagbo, écoute-moi très bien avant de m'insulter ou avant de me critiquer. C'est très important. Maintenant aussi, on va arriver sur Alassane Ouattara. Si tu aimes Alassane Ouattara, tu es Alassane ou rien. Alassane ou rien. Écoute-moi d'abord avant de mettre des critiques ou avant de me clasher. C'est très important. Et donc, à nous aller. Allons-y, mes frères et sœurs. Allons-y. Vous voyez, Laurent Gbagbo, il s'est mis dans la peau de celui qui veut lutter pour donner la vraie indépendance à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et il dit qu'il est contre l'impérialisme occidental. Il dit qu'il est un panafricain. D'ailleurs, le nouveau parti qu'il a créé, le PPAC, c'est le parti des peuples africains. Donc, il se met dans la peau d'un leader panafricain. Il n'y a pas de souci. Et donc, lui, sa vision, c'est pour le bien-être de l'Afrique. C'est pour le bien-être de nos différents États. Mais comme chaque citoyen africain sait que nos États ne sont pas souverains, nos États sont dépendants des États occidentaux. Je répète, nos États sont dépendants des États occidentaux. Quand je parle de l'Occident en général, je fais allusion à tous les pays de l'UE ainsi que l'Amérique. Donc l'ensemble forme l'Occident, c'est de ça que je parle. Donc comme nos États sont dépendants des Occidentaux, alors ce qui fait que nous ne sommes pas libres, nous ne décidons pas de notre propre politique étrangère, notre propre politique intérieure ou même la politique éducative. Ce n'est pas nous qui mettons tout ça sur pied, c'est eux qui nous demandent ce qu'on doit faire. C'est eux qui nous demandent ce qu'on doit faire dans nos différents États. Et donc, du coup, ça ne suffit pas au peuple. Le peuple ne bénéficie pas des richesses qui se trouvent dans nos sous-sols, dans nos mers ou dans nos forêts, dans nos plantations. Et le peuple subit. Quant aux autres peuples, eux, ils bénéficient, c'est-à-dire le peuple occidental. Sachant, connaissant tout ceci, Laurent Gbagbo, il s'est mis dans la peau de celui qui va lutter pour donner la dignité du citoyen africain. Quand je parle du citoyen africain, c'est-à-dire que tu sois citoyen ivoirien, malien et tout, quel que soit ton pays où tu vis, où tu résides, lui, sa vision, c'était d'ouvrir les yeux des différents citoyens africains et particulièrement le peuple ivoirien. Mais on ne peut pas mener une lutte sans alliés. Il faudrait que les gens le sachent. On ne peut pas aussi faire une lutte à main nue. Excusez-moi. On ne peut pas faire une lutte à main nue. De nos jours, le monde est complexe. Le temps où les gens faisaient des luttes à main nue, ce temps est révolu. Donc, il faudrait que tous les politologues ou tous ceux qui se disent politiciens le sachent. Le temps où les gens menaient des luttes à main nue, ce temps est révolu. En ce moment où je vous parle, la lutte se fait avec des armes, avec des idées claires, avec une orientation bien définie. Si tu n'as pas compris ça, et que tu penses que la lutte se fait avec la main nue à terre, ça ne sera rien de mener une lutte. Je répète, même les grandes puissances de ce monde ont toujours besoin des alliés. Ce n'est pas un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'est même pas une grande puissance, qui va dire qu'on n'a pas besoin d'alliés. Est-ce que vous comprenez? Je dis les puissances de ce monde, que ce soit les États-Unis, première puissance économique, soit disant, et première puissance militaire, les USA ne peuvent rien faire sans leurs alliés. Il faudrait que ça soit clair. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, ils ne peuvent rien faire sans leurs alliés occidentaux. Donc, tout ce que les États-Unis font, ils ont besoin d'une coalition. Et quand on parle de coalition, on parle d'alliance. Et même malgré cette alliance, ils font le tour du monde pour chercher toujours des alliés, pour qu'ils deviennent toujours forts.
et imposer leur vision au monde. Parce que s'ils n'ont pas d'alliés, la place qu'ils occupent, ils vont perdre cette place immédiatement. Et donc, pour eux, c'est une lutte de survie. Pour survivre, maintenir la monnaie au niveau où cette monnaie est, il faut beaucoup d'alliés pour que ces alliés puissent toujours valoriser la monnaie américaine qu'on appelle le dollar, imposer la démocratie à travers le monde, parce que sans alliance, l'Amérique seule ne peut pas le faire. Donc, ce qui veut dire que tu sois puissant comment, que tu aies des armes nucléaires comment, pour survivre et faire valoir ta vision, tu as besoin d'alliés. Mais la Côte d'Ivoire, militairement, ne fait pas le poids, économiquement parlant, ne fait pas le poids. Politiquement parlant, nous-mêmes, on est divisés entre nous au sein de notre pays. On ne fait pas un seul bloc pour lutter. Et donc, la division au sein de notre propre pays fait que ça fragilise n'importe quelle lutte qui naîtra au sein de notre patrie. Ce qui veut dire que sans alliés, sans alliance, on ne peut pas atteindre quoi que ce soit. Donc, pour réussir une lutte, on a besoin d'une alliance. Tiens, tiens. Viens. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Donc, après avoir fini de dire ceci, tiens, excusez-moi s'il vous plaît. Tiens. Va donner à maman. Alors, d'autres me demandent si j'ai eu mon diplôme de sciences politiques. Ils me demandent, je suis expert en quoi? Je tiens à vous rappeler que les Africains, ça fait longtemps qu'ils se disent des combattants, ils se disent qu'ils sont des leaders éclairés, ils se disent qu'ils mènent des luttes, mais ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Ils ont toujours échoué, malgré leur diplôme, malgré leur vision, parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et cette chose, c'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, quand tu veux mener quelque chose, il faut définir ce que tu veux faire. Parce que si tu n'as pas défini ce que tu mènes comme lutte, c'est un échec total. Tu ne vas pas aboutir, tu ne vas pas aboutir à quoi tu rêves. Tu ne vas pas atteindre ce que tu voulais atteindre. Après avoir fini de dire ceci, Laurent Gbagbo, vous-même vous constatez que sa lutte qu'il a menée au temps d'Oufoué, qui était l'allié de Laurent Gbagbo? Il n'avait pas d'alliance. Donc il s'est opposé. Voilà pourquoi ça a duré avant qu'il ne prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc au temps d'Oufoué, là, il n'avait même pas d'allié. Oufoué est parti. Bédié est venu. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Malgré sa prise de pouvoir, il n'avait pas d'allié. Bon, excusez-moi. Il n'avait pas toujours d'alliés. Mais en allant sur la base d'un leader qui veut libérer son peuple, mais qui n'a pas d'alliés, mais les gens devraient comprendre automatiquement, parlant, que ce leader-là, il ne peut pas amener son peuple quelque part. Il ne peut pas libérer son peuple. Hein? Il ne peut pas libérer son peuple. Et sa bataille qu'il veut mener, ça ne peut pas aboutir à quoi que ce soit. Où ça va amener le peuple? Il n'y a que la mort, désolation et le chaos. Et c'est ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Hein? Prenez l'histoire de l'humanité tout entière. Les pays qui ont eu leur indépendance, ces pays ont eu toujours besoin des alliés. Aucun pays dans le monde n'a jamais mené une lutte seule pour pouvoir obtenir son indépendance. Même les États-Unis d'Amérique, pour obtenir leur indépendance, parce que c'est l'Angleterre qui avait colonisé l'Amérique. Est-ce que vous savez? Voilà pourquoi les Américains parlent le truc en anglais. Mais ceux qui ont aidé les Américains, c'était l'URSS. Est-ce que vous le savez? Ah, vous ne le savez pas.
Bon, avant on ne disait pas l'URSS, mais au moment où il y avait les Tsars, en Russie, et la Russie plus l'Ukraine, ainsi que la Biélorussie et tout cela, ça formait un seul pays, une seule nation. C'est eux qui ont aidé les États-Unis à obtenir leur liberté vis-à-vis des Anglais. Donc les Américains ont mené une bataille, ils ont livré une bataille avec des armes à la main contre l'Angleterre. Et la Russie, à son temps, bon, je peux appeler ça l'URSS, avait épaulé les Américains. Et ça a permis aux Américains de remporter la victoire vis-à-vis des Anglais. C'est ainsi que les Anglais ont abandonné les États-Unis d'Amérique et ils ont décidé maintenant de coopérer et de signer des partenariats. Aujourd'hui, si l'Amérique et la Russie sont devenus des ennemis, c'est autre chose. Mais auparavant, ceux qui ont aidé les Américains à obtenir leur indépendance, c'est la Russie. Allez-y vous renseigner. Et comme cette alliance était forte auparavant, la Russie même avait vendu l'Alaska. L'Alaska, quand vous apprenez Alaska là, c'est une partie, c'est un territoire russe. Et c'est la Russie qui a vendu ça aux Américains. Parce qu'ils s'attendaient très bien. Donc les Américains que vous attendez partout, Amérique là. Eux-mêmes, pour leur propre indépendance, ils ont mené la lutte et ils ont eu besoin d'alliés. La France, que vous appelez France, grande puissance du monde, pour obtenir sa liberté, a eu besoin des alliés pour libérer la France de l'occupation allemande. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez? La Corée que vous appelez Corée du Nord, que ce soit Corée du Sud, Corée du Nord, les deux Corées ont eu besoin des alliances. La Corée du Sud était alliée avec les Occidentaux, les Américains, les Anglais, les Français et tout. La Corée du Nord était alliée avec l'URSS ainsi que la Chine. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les deux Corées sont libres. La Corée du Nord est indépendante. Elle ne dépend plus de trucs de la Russie, elle ne dépend plus de la Chine. Elle fait sa politique comme bon lui semble. La Corée du Sud aussi, même s'ils sont alliés avec les Américains et les Occidentaux, mais ils font leur politique comme bon leur semble. Et donc, il y a des histoires comme ça à travers le monde. Laurent Gbagbo dit qu'il mène une lutte contre les impérialistes. Mais il s'attendait à quoi? Jouer avec un peuple? Non, on ne peut pas mener une lutte à main nue. Parce que les impérialistes, ils ne sont pas, c'est pas des humanistes. Ce n'est pas des gens qui disent, ah, comme ils sont à main nue, bon, on va pas... Eux, ils ne sont pas dans une telle gamme. C'est des gens, ils sont gammés. Lorsque leur mangement, je vais appeler ça comme ça, leurs intérêts sont menacés, que tu sois main nue ou armé, ils te bombardent pour faire valoir leurs propres intérêts. Gbagbo devrait le savoir parce qu'il est historien. Mais il n'a pas compris cela. Il a fait comprendre au peuple ivoirien que non, en menant une lutte en main nue, pas une lutte brutale, ça allait permettre aux impérialistes de cotiser le peuple ivoirien, de ne pas assassiner le peuple ivoirien. Mais il a menti. Il a menti. Laurent Gbagbo a menti. Parce qu'il ne connaît pas ce que c'est que l'homme impérial. Si tu connais la personne que tu combats, tu ne vas pas faire d'erreur. Mais si tu ne maîtrises pas ton adversaire, tu vas commettre des erreurs et ton adversaire va utiliser tes erreurs pour te mettre au tapis. Et c'est ça le cas de Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne connaît pas les impérialistes. Il a pensé que les impérialistes, ce sont des gens qui sont humanistes, ce sont des gens qui aiment le peuple africain, ce sont des gens qui aiment tellement les Ivoiriens. Et donc, en main nue, on peut menacer les intérêts de ces gens-là, de ces impérialistes qui ne veulent pas voir nos États libres. Et puis, eux, ils vont regarder, ils vont dire, bon, de toute façon, ce sont des gens qui ne sont pas armés, on ne va rien faire, nos intérêts vont être menacés. C'est du n'importe quoi. Laurent Gbagbo n'a pas compris et il ne connaît pas les gens. Les gens qui combattaient, il ne les connaît pas. S'il les connaissait, il allait mener le combat autrement. Julie Go, il dit petit maudit, Gbagbo n'est pas ton camarade. Écoute, Julien Go, je ne sais pas.
Il ne faut pas être borné, il ne faut pas être limité mentalement. Je ne suis pas là à insulter Laurent Gbagbo, je suis là à faire comprendre quelque chose. Peut-être qu'il t'échappe, toi Julien Go. Parce que non seulement tu dis que tu es membre du PPACI, tu soutiens Gbagbo, mais la bataille que vous menez, la lutte que vous menez là, est-ce que tu connais, tu as bien défini la lutte? Tu sais qui tu combats? Tu sais qui tu combats? Tu ne connais pas qui tu combats. Et tu penses qu'avec un tel combat, tu vas obtenir un résultat positif. Tu ne peux pas. Parce qu'une telle réaction, ça veut dire que tu ne comprends rien. Donc, je veux dire par là que Laurent Gbagbo menait la bataille contre les impérialistes, mais il ne connaissait pas réellement les impérialistes. Il ne connaissait pas les impérialistes. Et donc, sa bataille qu'il menait contre eux, il n'avait pas d'alliés. Première erreur, il ne faut jamais mener une bataille contre les impérialistes sans alliés. C'est si tu n'as pas d'alliance avec une autre puissance à travers le monde qui a son mot à dire au Conseil de sécurité, sache que ton combat est déjà perdu d'avance parce que les impérialistes vont te coincer à l'ONU. Et à l'ONU là-bas, là, ils vont obliger les autres nations à voter contre ta nation. Et une fois ce vote aura lieu, ta nation là subira un embargo international. Ou bien après ce vote, les impérialistes vont utiliser ce vote pour se cacher derrière l'ONU, venir massacrer ton peuple. Donc ça, c'est une première erreur parce que Laurent Gbagbo n'avait pas d'alliés. Et donc, qui dit sans alliance dit pas de soutien à l'ONU. C'est clair. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un droit de veto à l'ONU? La Côte d'Ivoire n'a pas de droit de veto. Ah oui, c'est clair. La Côte d'Ivoire n'a pas un droit de veto à l'ONU. Et Laurent Gbagbo, il devrait savoir que sa propre vie allait être menacée. C'est-à-dire la Cour pénale internationale, quand tu n'as pas d'alliance, tu n'as pas d'alliés, quand tu mènes une lutte contre les impérialistes, ils vont te menacer avec la CPI. Gbagbo savait. Même si ton pays n'est pas signataire, eux, ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas des gens qui respectent les lois internationales. Tu es signataire ou tu n'es pas signataire. Dès lors qu'ils te considèrent comme quelqu'un qui menace leurs intérêts, ils vont utiliser la Cour pénale internationale pour dire la Cour a le plein droit de te juger. Ils vont tout faire pour t'arrêter, pour aller te juger, pour donner une leçon aux autres qui vont vouloir avoir une telle mentalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je dis, c'est pour vous faire comprendre. Je ne suis pas là manquer de respect à Gbagbo, je ne suis pas là manquer de respect à qui que ce soit. Mais ce sont des faits. Et ceux qui m'écoutent, qui écoutent bien, qui nettoient bien leurs oreilles, ils comprendront. Moi, en matière de politique, la vision globale que j'ai, beaucoup de personnes n'ont pas ça. En matière d'analyse politique, ce que je vois, beaucoup ne voient pas ça. Et donc, du coup, quand je parle, ils pensent que je suis dans un déni total. Je suis fou. Mais c'est parce que mes pensées sont au-dessus de leurs pensées. Et donc, du coup, comme leurs pensées sont limitées, ils pensent que mais je dis du n'importe quoi. Non, 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 je ne dis pas du n'importe quoi. Je dis ce qui est vrai. Et donc, Laurent Gbagbo, première erreur, sans alliance, une lutte contre la France. Il devrait savoir que c'était déjà un échec, puisque la France a un droit de veto à l'ONU. Et donc, la France pouvait utiliser l'ONU pour faire n'importe quoi sur le gouvernement de Gbagbo, ou bien n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et donc, tu n'as pas d'allié. Qui va te défendre? Parce que le monde est défini par alliance. Tu ne me donnes rien, je ne suis rien pour toi, et tu veux que je te défende. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour que je te défende, il faudrait que tu me le demandes. Si tu m'as demandé de t'aider dans tel endroit, en ce moment-là, je peux mettre ma main au feu pour te défendre. Mais tu ne m'as rien demandé. En fait, tu ne me regardes pas, je vais mettre mon nez dedans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si je mets mon nez dedans et que mon nez brûle, en retour, j'ai quoi? Je n'ai rien. Non, on ne mène pas un combat qui ne te regarde pas. Et donc, la Russie ne pouvait pas mettre son droit de veto à l'ONU, puisque la Russie n'avait aucun intérêt. Laurent Gbagbo n'avait rien demandé aux Russes. Les Chinois ne pouvaient rien faire parce que Gbagbo n'avait rien demandé aux Chinois. Et donc, histoire de droit de veto à l'ONU, là, Laurent Gbagbo devait comprendre que Chine, Russie, tous ceux-là, ils n'allaient même pas poser leur veto.
Et donc, au niveau, la bataille onusienne, Laurent Gbagbo allait perdre ça. Et c'est ce qui a fait que la France s'est cachée derrière l'ONU pour intervenir en 2011 et bombarder le palais. Pour dire que c'est le Conseil de sécurité qui a décidé. Personne ne pouvait mettre son droit de veto pour dire non, on empêche celui-là. Et donc, c'est un premier échec, une première erreur. Deuxième erreur, Laurent Gbagbo a cru qu'on peut mener une lutte sans les armes. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'a qu'à prendre l'histoire du monde. Qui a gagné une bataille à main nue? Qui a gagné une bataille à main nue? Bon, les gens disent oui, à main nue, on peut gagner une bataille. Les batailles qu'on gagne en main nue, c'est entre les membres, c'est-à-dire entre la société elle-même. C'est-à-dire, je prends un exemple. La Côte d'Ivoire est une nation. Les Ivoiriens peuvent mener une bataille en main nue dans leur propre pays et se combattre eux-mêmes. Je veux dire quoi par là? Par exemple, un président est au pouvoir. Le peuple en a marre de ce président. Le peuple peut se lever en main nue pour prendre les rues et renverser ce dernier. Ça, c'est un autre cas. Donc, le peuple peut réussir cette bataille en main nue. Mais aucun peuple au monde ne peut mener une bataille à main nue contre des puissances étrangères. C'est ce que je veux dire. Mener une lutte à main nue contre des puissances étrangères et gagner la bataille, ça n'existe nulle part. Citez-moi le nom d'un pays où la population a mené une bataille à main nue sans que le sang ne coule et que le peuple a gagné. Est-ce que vous connaissez le nom d'un seul pays? Ça n'existe nulle part. Où les gens remportent des batailles à main nue, c'est entre eux-mêmes, c'est-à-dire entre leurs dirigeants et leur peuple. Donc si le peuple en a marre du dirigeant, le peuple peut se lever comme un seul homme, prendre les rues et renverser le dirigeant. Ça c'est autre chose. Mais mener une bataille à main nue contre une puissance étrangère qui a ses intérêts dans votre pays, demander à cette puissance de dégager à main nue sans qu'il y ait bain de sang, ça n'existe nulle part. Citez-moi le nom d'un pays. Ça n'existe nulle part. Même le pro-Gbagbo ne peut pas le dire. Gbagbo lui-même qui est historien, il ne peut même pas regarder l'histoire pour faire sortir le nom d'un seul pays. Et donc il le savait. Deuxième erreur. Donc deuxième erreur, deuxième échec. L'Algérie, mais l'Algérie n'a pas mené une bataille à main nue. Les Algériens ont pris les armes contre les Français. Mais pourquoi vous ne vous renseignez pas? Il y a eu guerre entre l'Algérie et la France. Il y a eu des milliers de morts pour que les Français quittent l'Algérie. Vous pensez que c'est le peuple qui s'est levé, on ne veut pas, et la France a prié bagaille. Il y a eu bataille. Il y a eu guerre militaire sur le sol algérien. Cuba a aidé l'Algérie. L'URSS à son temps avait aidé l'Algérie. Vous pensez que le partenariat entre la Russie et l'Algérie, c'est né où? Mais c'est né lors de l'indépendance algérienne. Quand l'Algérie a engagé la bataille contre la France. Mais l'Algérie avait besoin de soutien militaire. Donc les soviétiques avaient aidé les Algériens. Cuba, Fidel Castro avait aidé les Algériens. Donc renseignez-vous. Ce n'est pas une marche dans la rue que Meni Français partaient. Non, non, ils ne sont pas quittés en Algérie comme ça. Ils sont partis la queue entre les jambes. Parce que c'était chaud, c'était une guerre. C'était une guerre. Ils ont perdu la guerre, ils sont partis. Ils se sont cassés de l'Algérie. Et ça est toujours là, l'histoire. Vous pensez, mais je ne comprends pas. Non, lui qui dit l'Algérie là, il va dans Cablan. Non, l'Algérie n'a pas mené une lutte pacifique pour chasser la France. Voilà. L'Algérie n'a jamais mené une lutte pacifique pour chasser la France. Elle a pris les armes. C'est sous les trucs, les coups des Kalachnikov, les bombes, les obus, que les Français ont dû quitter l'Algérie. Sinon, ils n'étaient pas prêts. Pour qu'ils quittent là-bas, là, il a fallu que les Algériens leur déclarent la guerre. Arrêtez de rêver. Donc, Laurent Gbagbo, il était conscient. Les gens qui ont colonisé la Côte d'Ivoire pendant des décennies, ils ont tout là-bas. Tu veux qu'ils quittent là-bas pour le bien-être du peuple ivoirien. Mais tu ne t'es pas préparé. Sur le plan international, tu n'as aucune alliance, rien du tout. Personne ne te soutient militairement parlant, économiquement parlant. Et tu veux déclarer la guerre, truc pacifique aux gens.
Mais tu t'attendais à quoi? C'était un échec en tout temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici les différentes erreurs que Laurent Gbagbo a commises. Laurent Gbagbo a commis ces erreurs. D'où l'embargo sur le médicament. Puisque Laurent Gbagbo n'a pas d'allié sur le plan international, qui allait alimenter la Côte d'Ivoire en médicaments? Personne. Mais toutes les autres puissances se disaient, bon, nous on n'est pas dedans, on n'est pas impliqué là-dedans. Donc personne n'a intervenu pour débloquer la situation. Donc la France utilisait l'ONU, elle a utilisé l'ONU pour mettre un embargo. Embargo sur la Côte d'Ivoire. Et donc tous les pays du monde étaient obligés de respecter l'embargo. D'où le problème de la Côte d'Ivoire d'avoir des médicaments. Parce que si un pays tiers violait l'embargo, alors l'embargo allait s'abattre sur ce pays et le pays allait recevoir des sanctions. C'est parce qu'il n'y avait pas d'allié international qui avait un droit de veto à l'ONU pour empêcher cet embargo que la France avait déclaré sur la Côte d'Ivoire concernant le domaine médical, le domaine de la santé. Et donc, la Côte d'Ivoire a subi cela et beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Gbagbo n'a pas compris. Et donc, la lutte de Gbagbo maintenant, là, Laurent Gbagbo doit définir sa lutte. Est-ce que c'est la même lutte pour dire non, mais nous, on va libérer la Côte d'Ivoire, ou bien c'est une autre lutte qu'il veut mener? Qu'il a défini sur sa lutte. Parce que faut pas les gens vont le suivre et mourir en cours de route sans gain de cause. Ah oui, 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 parce que ce sont les enfants des gens qui meurent. Des gens ont fait leurs enfants pour que ces enfants-là s'occupent d'eux. Maintenant, tu ne peux pas te dire que tu es leader. Tu veux libérer ta nation. Et que ces gens croient en toi. Mais toi, tu n'as pas de stratégie pour libérer ta nation. Et tu conduis ce peuple. Et le peuple meurt pour toi. À un moment donné, il faudrait que Laurent Gbagbo définisse sa politique vis-à-vis de l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire et la place de la Côte d'Ivoire dans le monde. Si Gbagbo n'a pas compris cela et qu'il répète les mêmes bêtises du passé, le PPACI ne pourra jamais, je dis bien jamais, libérer la Côte d'Ivoire. Oui, mais quand je dis on ne libère pas un pays avec la main nue, je n'ai pas dit faut, tout le monde n'a qu'à porter treillis. Non, je n'ai pas dit tout le monde n'a qu'à être habillé en militaire. C'est-à-dire qu'il faut armer les gens. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de dire qu'il faut être en tenue militaire. On n'a jamais gagné une bataille impériale avec les mains nues. Que tu sois en tenue civile, mais il faudrait que ces gens-là aient au moins des armes pour se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'ère actuelle où nous partons, le monde est divisé en deux blocs. Tu ne peux pas dire que tu mènes une lutte contre, par exemple, contre le bloc occidental et tu n'es pas allié au bloc oriental. Mais c'est quelle lutte tu mènes? Donc si le bloc occidental est sur toi, le bloc oriental ne peut pas t'aider. Tu ne peux pas dire que tu mènes une lutte contre le bloc oriental et en même temps tu t'en fous du bloc occidental. Si le bloc oriental est sur toi, le bloc occidental ne va pas t'aider. Prenez le cas de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont dit qu'ils mènent la lutte contre les séparatistes russes. Et donc, comme ils ont compris, ils savent que sans l'aide du bloc occidental, l'Ukraine va être prise en un mois seulement. La Russie allait envahir toute l'Ukraine. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Les Ukrainiens ont compris. Ils savent que sans l'aide des Occidentaux, sans l'aide des Américains, non seulement la Russie pouvait faire voter des lois à l'ONU pour sanctionner l'Ukraine, mais la Russie allait envahir toute l'Ukraine. Et ça n'allait pas aller quelque part. Donc les Ukrainiens ont compris. Ils se sont dit, ah, nous sommes contre les Russes. Nous menons la guerre contre la Russie. En retour, il faudrait que des gens nous soutiennent. Alors, ils demandent aux Occidentaux pour avoir l'aide occidentale. Donc les Occidentaux soutiennent l'Ukraine en armes. Ah oui, ils donnent des armes
des armes pleuvent sur l'Ukraine comme... Sinon, l'armée ukrainienne n'existait plus. Elle avait été décimée. Dès la première semaine, tout était détruit. Et si l'Occident ne venait pas en aide à l'Ukraine, l'Ukraine allait enlever armes où pour lutter contre la Russie. L'Ukraine allait avoir armes où? Qui allait former les militaires ukrainiens pour faire front aux Russes? Ils allaient enlever les armes ou même pour arrêter les offensives russes. Eux tous, ils allaient déserter, chacun allait courir. Ils allaient enlever tenue militaire pour fuir. Qui allait leur donner l'argent pour être payé chaque fin du mois? Ah oui, hein, tout est cassé. L'argent, les banques ne fonctionnent plus. Courant coupe et tout. Ils allaient gagner l'argent où? Pour fonctionner. Comment ils allaient se nourrir s'il n'y avait pas d'aide de la part des Occidentaux? Donc l'Ukraine résiste encore parce que l'Occident tout entier est derrière l'Ukraine. Les Américains, je dis l'Occident, y compris les Américains. Ils sont derrière l'Ukraine, ils apportent des appuis matériels. Hein? Tout ce qui est guerre, les armes, l'argent, tout aide alimentaire, ils apportent tout. Voilà pourquoi les Ukrainiens résistent encore. Si ce n'était pas ça, c'était fini pour l'Ukraine. Donc, c'est comme ça le monde. C'est comme ça le monde. Donc, Laurent Gbagbo ne peut pas dire qu'il combat l'Occident et en même temps, il s'en fout des trucs de l'Orient. C'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. Il s'en fout d'eux et il s'attend à une victoire. Mais c'est un rêve. Il est dans un rêve. Donc, pour cette fois-ci, Laurent Gbagbo doit dire aux Ivoiriens, il est dans quel camp? Il est avec qui? Et est-ce qu'il y a vraiment une liaison diplomatique puissante entre d'autres puissances étrangères et son parti politique? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Assimi Goïta ne pouvait pas faire le coup d'État au Mali s'il n'avait pas déjà des liens avec une puissance étrangère. Je répète, Assimi Goïta au Mali ne pouvait pas faire un coup d'État et vouloir se mesurer à l'ancienne puissance coloniale qui était la France au Mali s'il n'avait pas un vrai contact avec une autre puissance. Parce que s'il n'avait pas de contact avec une autre puissance, il y a longtemps, Assimi Goïta ne vivait plus. Il y a longtemps, il serait déjà mort. Je vous le dis. Ils allaient, non, s'il n'était pas mort, ils allaient l'arrêter pour l'amener à la CPI pour des crimes contre l'humanité. Est-ce que les ONG n'ont pas parlé de crimes contre l'humanité? Est-ce que les ONG n'ont pas parlé de ça? Mais c'est parce qu'il a un allié puissant que les ONG parlent, mais les autres puissances ne peuvent pas passer à l'acte pour dire Assimi Goïta, on va t'enlever au pouvoir parce que tu as fait un coup d'État, ou bien tu mets à mal nos intérêts sur ton territoire. Au contraire, les bases militaires étrangères pris bagage pour partir. Est-ce que sans aucune autre puissance étrangère, hein, est-ce que sans aucune autre puissance étrangère qui ne serait pas en liaison avec Assimi Goïta, est-ce que les bases militaires françaises allaient plier bagage? Est-ce que la France allait passer son temps à parler de trucs avec Assimi Goïta? Mais il y a longtemps, il y a un coup d'État qui s'est passé. Ou bien il y a longtemps, ils vont prendre un drone pour la guerre, une petite bombe sur sa résidence et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Donc vous devez comprendre. Le président Touadéra, il a compris. Il ne pouvait pas libérer son pays qui était envahi par des rebelles de partout s'il n'avait pas d'alliance. Sinon, s'il voulait se dresser contre ceux qui étaient derrière ces rebelles, sans aucune autre alliance, mais ils allaient tuer Touadéra. Il y a longtemps, il serait déjà mort. Même son entourage, ils allaient corrompre quelqu'un, lui donner beaucoup d'argent, et puis abattre Touadéra, et puis ça ne va nulle part. Mais c'est parce que ces gens ont compris. Ces gens-là, Assimi Goïta, Touadéra, tous ces gens, même le président malgache, il a signé un contrat de défense avec la Russie. Parce que la France a voulu faire un coup d'État manqué. Et donc sa vie était en danger, il a compris, il dit, ah donc vous voulez me tuer, vous voulez renverser mon pouvoir. Ça n'a même pas, le coup d'État s'est déroulé. Quand ils ont fait le coup d'État manqué en même temps, il a envoyé en même temps ces gens
à Moscou, il dit allez-y, signez un partenariat avec la Russie pour que la Russie puisse nous aider à ce que la France ne nous renverse pas. Et donc le gouvernement malgache a signé un contrat de défense entre la Russie et le Madagascar. Et donc en matière de renseignement, la Russie apportant son expertise, la Russie envoyait des gens, des conseillers pour être là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, le président il se sent en sécurité. La France ne peut plus envoyer ses babouses pour vouloir faire un coup d'État. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas en sécurité? Mais il vit, il est en sécurité. C'est clair. Touadéra, est-ce que tout ce qu'ils ont préparé comme coup d'État, attentat et tout contre lui, mais ça a été un échec? Parce que Touadéra a compris que pour libérer non seulement son pays, il fallait un allié qui n'est pas un allié occidental. Et donc, qui ne peut pas comploter avec l'Occident pour le nuire. Il a signé un truc avec la Russie. Aujourd'hui, est-ce que la Centrafrique, on ne va pas? Ça va bien, ils ont commencé à reconstruire leur pays petit à petit. La Chine investit, l'Inde investit, l'Irak est ici, la Turquie qui est ici. Mais attends, le monde ne se limite pas sur l'Occident. En dehors de l'Occident, il y a d'autres pays, des pays émergents qui peuvent investir. Donc ces gens-là ont compris. Assimi Goïta a compris. Il a fait le coup d'État parce qu'il savait que, en faisant ce coup d'État-là, il allait se dresser contre la France. Dès qu'il a pris le pouvoir, il n'a même pas hésité. Il a contacté les Russes, il dit, ah, venez m'aider. Si vous m'aidez, je vais faire du Mali un vrai partenaire de la Russie. Les Russes n'ont pas hésité. Ah oui, l'Afrique les intéresse. Pour aussi embêter la France, qui fout son nez dans le précaré russe. L'Ukraine et les pays qui sont aux alentours, c'est la Moldavie. Donc Poutine dit, ah, mais ça c'est une bonne occasion. S'ils viennent me titiller dans mon précaré, mais pourquoi pas ne pas titiller la France, hein, dans son précaré qui est l'Afrique, pour affaiblir la France. Donc les Russes, ils se sont précipités, ils ont dit, il n'y a pas de souci. Au début, ce n'était pas officiel, mais ils ont envoyé quand même quelques conseillers pour ne pas que la France tue Assimi Goïta. Donc ils ont dit, bon, ceux-là, ce sont des conseillers militaires. Voilà, ils vont rester là pour éviter qu'un membre de ton entourage t'abatte. Ou bien un coup d'État se passe. Donc la Russie va coopérer avec toi, mais quand tu seras officiellement, quand tu vas prêter officiellement le serment, alors en ce moment-là, la Russie va livrer des matériels militaires et va s'afficher officiellement en tant que partenaire du Mali. Est-ce que la France n'a pas voulu faire voter des lois à l'ONU? Oui, elle a proposé des lois à l'ONU pour sanctionner le Mali. La Russie a bloqué, la Chine a bloqué. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est comme ça. Il faut définir sa vision. Même en ce qui concerne la Centrafrique, la France a voulu condamner, sanctionner, mais la Russie a bloqué. Mais c'est comme ça qu'il faut manœuvrer. Laurent Gbagbo, lui, il ne fait pas ça. Il pense que les Ivoiriens, eux seuls, ils peuvent lutter et chasser les impérialistes de la Côte d'Ivoire. Mais c'est du n'importe quoi. Non seulement nous, Ivoiriens, on n'est pas unis. Ah oui, on n'est pas unis. Entre nous, là, il y a division. Il y a division. Chacun a sa vision. Et donc, dans un tel pays où chacun a sa vision, si tu es un leader que tu veux lutter contre les impérialistes, tu ne peux pas dire que tu comptes sur ton peuple, puisque tout ton peuple n'est pas derrière toi. Tu as eu une partie du peuple qui est derrière toi. Le reste là est contre toi. Et donc les impérialistes peuvent utiliser le reste pour te faire du mal. Alors il faut des alliés qui vont t'accompagner dans ta lutte pour pouvoir réussir. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne le fait pas. Il n'a même pas encore entamé des démarches pour renouer des liens avec d'autres puissances. Et il est là, il pense qu'il va gagner. Mais c'est en 2025. Quand il aura élection, c'est là qu'il va vouloir chercher à lire. Mais c'est déjà trop tard. On ne fait pas les choses à la dernière minute. Il faut faire les choses avant que le jour J n'arrive. Assimi Goïta, c'est pas... non, il était déjà en contact avec des réseaux russes avant de faire le coup d'État. Quand il a fini, en même temps, il leur a demandé une aide avant que la France ne réagisse pour l'enlever. Donc Laurent Gbagbo, il devrait entamer déjà des démarches. Merci Momo de Paname. Non, étoile là. Regardez dans les commentaires, ils ont mis étoile. Vous cliquez sur étoile là, ils vont dire voilà, il faut autant. Donc donnez-moi mes étoiles.
Est-ce que vous comprenez? Mais Laurent Gbagbo ne fait rien. C'est-à-dire, il pense que nous sommes dans un monde de bisounours où des gens, ils ont un bon cœur, ils aiment tellement. Mais vous rêvez, hein? L'Occident n'est pas dans une telle logique. Ou bien Laurent Gbagbo, il a une mentalité africaine, il ne comprend rien. On dit impérialiste, c'est le mot impérial. Des gens qui ont fait traite négrière, colonisation, est-ce que c'est, si leurs intérêts sont en mal, pour nous mater là, est-ce que cela va leur causer problème? Ça ne va même pas leur causer problème. Et Laurent Gbagbo, il ne voit pas ça. Lui qui est historien, et puis il est là, on va lutter, mais lui, et Bregoudé aussi, il est sur cette truc qu'on voit. Et vous pensez que vous allez gagner? Moi, je dis ici, devant ma caméra, que si Laurent Gbagbo ne veut pas changer sa démarche politique sur laquelle il est, qu'il laisse les Ivoiriens tranquilles, qu'il ne fasse plus la politique, qu'il aille s'asseoir au village pour manger son poulet bas. Parce que une telle démarche politique, ça ne peut pas libérer le pays, ça ne peut pas donner une indépendance réelle à la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta est là, lui montrer le vrai chemin, la vraie voie. Hein? Touadéra est en train de montrer la vraie voie à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a pas encore compris. Mais imaginons que Assimi Goïta n'était pas allié de la Russie. Hein? Touadéra n'était pas allié de la Russie. Il y a longtemps, la CPI était déjà dans leur pays en train de mener des enquêtes, les attraper pour les amener à la CPI. Mais quand on parle de CPI, qui empêche ces pays? Mais c'est la Russie qui bloque tout pour dire ils ne vont pas aller quelque part. Les ONG, Amnesty International, quand ils critiquent, la Russie dit ça c'est un non-événement. Ils n'iront nulle part. Voilà, la Russie a soutenu Bachar. Si Bachar n'avait pas l'allié russe, mais vous pensez que Bachar al-Assad allait être là? Mais il y a longtemps, il serait déjà à la CPI en train de baver là-bas. Parce qu'on appelle leur boucher de Damas. Mais qui empêche la CPI d'aller arrêter Bachar al-Assad? Si Bachar al-Assad est au pouvoir, qui les empêche? Mais c'est la Russie. Et donc, c'est très important dans la vie. Si Laurent Gbagbo était allié à la Russie, il n'allait jamais partir à la CPI. Je vous le dis, il n'allait jamais partir à la CPI. Il n'allait pas pousser les Ivoiriens à marcher sous la neige, sous le soleil, sous la pluie, matin, midi, soir, pour lutter, libérer Gbagbo, libérer Gbagbo. C'est parce qu'il n'a rien compris qu'il est tombé dans le piège. Et ils l'ont attrapé comme un poulet qui dort à 4 h du matin pour le déporter à la CPI. Mais ça encore, cela ne lui a pas encore donné de leçon. Il continue encore sur le même chemin. Et il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui sont incapables de lui dire la vérité. Pour dire, mais Gbagbo, quitte dans cette histoire de dire, non, je suis pacifique, si tu es pacifique, ce n'est pas ta lutte. Les gens qui sont pacifiques là, ils s'asseyent, ils donnent des conseils. Ils ne vont pas sur le terrain. Si tu veux gagner un combat, il faut être quelqu'un qui est dur. Oui, il faut être un dur. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. En ce moment-là, tu peux dire, bon, je suis votre leader, je mène à la bataille. Et on est prêt. Quoi qu'il arrive, nous sommes prêts sur tous les fronts. Oui, oui, quand tu es leader, là, il faut être prêt sur tous les volets. Que ce soit le volet économique, militaire ou quoi, il faudrait que tu sois prêt. Et rassure ton peuple pour dire, on n'est pas seul. Quoi qu'il arrive, on ne va pas tomber. Nos alliés ne vont pas nous laisser tomber. Ils vont nous soutenir, c'est ça. Et une telle garantie permet à ton peuple d'être encore motivé et mobilisé derrière toi pour mener la bataille. Mais tu ne rassures même pas ton peuple. Non, on est seul. On est seul. Le peuple seul, un peuple uni. Les Ivoiriens sont unis où? Les Ivoiriens qui sont divisés là. Tu penses que tous les Ivoiriens t'aiment? Non, ce n'est pas tous ceux qui t'aiment. Hein. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs leaders. Chaque Ivoirien préfère son leader. Donc tu ne peux pas te mettre dans la tête que tous les Ivoiriens t'aiment. Jamais. Même ceux-mêmes qui sont dans ton cas là, ce n'est pas tous ceux qui t'aiment. Et il y a parmi eux des traîtres à qui on peut donner l'argent pour te trahir ou même te mettre une balle dans la tête. Donc tu devrais comprendre que toi seul et ton boy, ton groupe, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas libérer la Côte d'Ivoire. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut une alliance internationale. La France même, la preuve en est qu'elle seule, elle ne défend pas ses intérêts en Afrique. Elle a eu besoin, côté le cas même du Mali, la France a eu besoin même d'une coalition européenne. Ah oui, parce qu'elle voyait que la bataille du Mali dépassait même l'entendement de la France. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé ses alliés européens à soutenir la France
sur le champ de bataille malien. Donc l'Union européenne s'est mise ensemble. L'Union européenne s'est mise ensemble pour accompagner la France. Donc eux-mêmes qui sont puissances là, ils ont besoin d'alliés. La France même pour défendre ses propres intérêts. En Afrique là, a besoin des alliés. Même le G5, leur force au Takuba. Quand ils ont vu que ça n'allait pas et tout, ils ont appelé du renfort. Il y a des Suédois, des Hongrois, des Belges, des Français, des Allemands. Ils ont fait une coalition d'une armée européenne pour débarquer en Afrique, pour mieux surveiller l'Afrique. Parce que la France, on sait que là où ça va, là, elle seule ne peut plus. Il faut une coalition. Il faut le soutien de l'UE. Et souvent, ils ont besoin de l'aide des Américains pour faire certaines choses. Gbagbo, lui, il est qui? Pour dire non, il n'a pas besoin d'aide, mais il va gagner un combat. Il a déjà perdu le premier combat. Deuxième combat, s'il ne change pas, il va toujours perdre. Même le grand Fidel Castro, l'ancien leader de Cuba, n'a jamais mené la bataille lui seul. Je répète, le grand Fidel Castro, que les gens connaissent, même Che Guevara, que les gens connaissent, qui a été le premier révolutionnaire du monde, Che Guevara, que les gens mettent sur leur t-shirt pour dire qu'ils sont révolutionnaires. Mais je parle, parce que Che Guevara aussi, il était d'origine cubaine, mais je parle de trucs comme Fidel Castro, qui a été le leader du Cuba. Lui seul, il n'a pas défendu le Cuba. Pour que le Cuba ait son indépendance, Fidel Castro a eu besoin de l'URSS, d'où les missiles de Cuba. Parce que les Américains voulaient prendre le Cuba coûte que coûte. Parce que Fidel Castro luttait pour l'indépendance du Cuba. Et en ce temps, les Américains, c'était inadmissible pour eux qu'une île si importante, stratégiquement parlant, soit auprès d'eux, sans que cette île ne soit sous le contrôle des États-Unis d'Amérique. Pour eux, là, c'était inadmissible. Il fallait prendre cette île qu'on appelle le Cuba. Le leader, Fidel Castro a dit pas question. Ça, cette île-là, c'est mon pays, c'est ma patrie. Je ne veux pas que cette île soit sous le contrôle des États-Unis. Alors les Américains préparaient un débarquement. Hein? Ah oui, vous ne savez pas. Ils ont mobilisé une armée pour débarquer parce que entre l'Amérique et le Cuba, il y a la mer qui les sépare. Ils ont formé des gens, des bandits, des mercenaires, des rebelles aux États-Unis. Ils leur ont donné des bateaux, des armes de guerre et tout pour débarquer à Cuba. Donc c'était une rébellion venue des États-Unis d'Amérique pour envahir le Cuba. Mais Fidel Castro, voyant cela, sa vie était menacée parce que la CIA même voulait le neutraliser. Alors pour éviter qu'il ne soit tué, alors en ce moment-là, il y avait le KGB qui régnait aussi à l'Union soviétique. Et donc les deux services de renseignement étaient les plus puissants du monde qui faisaient la concurrence parce que c'était les deux trucs ennemis du monde. Donc Fidel Castro avait eu besoin du KGB qui était de l'Union soviétique pour protéger sa sécurité en matière de renseignement. Fidel Castro aussi a eu besoin de l'aide de l'Union soviétique pour empêcher les Américains de débarquer. Et donc sur la mer, les rebelles qui tentaient de débarquer sur l'île ont été neutralisés sur la mer. Allez-y demander. La guerre sur la mer entre l'Amérique et le Cuba, les Cubains ont neutralisé tous les rebelles venus des États-Unis armés dans des navires. Les navires ont été coulés, détruits. D'où la colère des États-Unis qui ont décidé de mettre le Cuba sous embargo. Et ça fait maintenant 60 ans. Cuba est sous embargo. Parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre cette île. Ils ont voulu faire un débarquement en bateau. Leurs navires ont été coulés, détruits. Et leurs voyous rebelles, parmi eux, il y avait l'armée américaine, ont été détruits parce que l'URSS aidait les Cubains. Et c'est en ce moment l'URSS a voulu mettre des missiles nucléaires, a mis même des missiles nucléaires au Cuba pour menacer les États-Unis direct. Et là, les Américains ont voulu déclarer la guerre à l'Union soviétique. L'Union soviétique aussi était prête à aller à la guerre. C'était Kennedy, le président américain,
qu'on appelait Kennedy, qui était au pouvoir, avant qu'il ne meure. Donc, il a négocié avec son homologue russe, soviétique, qu'on appelait, comment il s'appelle? Je ne sais pas si c'est Brezhnev ou bien quoi là. Il a négocié avec lui. En ce moment-là, les Américains, ils avaient aussi des missiles nucléaires en Turquie, qui menaçaient directement aussi l'Union soviétique. Donc, les soviets ont dit, nous allons enlever nos missiles à Cuba, mais en retour, il faudrait que les Américains enlèvent leurs missiles en Turquie. Donc les Américains ont fait comprendre aux Soviets de ne pas divulguer cette information, comme quoi, eux, ils vont enlever leurs missiles nucléaires en Turquie, et que les Russes enlèvent leurs missiles nucléaires à Cuba. Et donc, ils ont fait croire que les Russes, eux seuls, ils ont enlevé leurs missiles nucléaires à Cuba, et que les Américains n'ont pas fait de concession. C'était du mensonge. Mais Fidel Castro, il dit, lui, il était prêt à ce que la guerre nucléaire ait lieu. Lui-même, avant, quand il est... Regardez, Fidel Castro, il dit, il était prêt. Il ne voulait pas que les États-Unis et l'Union soviétique aient un accord. Il dit, il était prêt pour qu'il y ait une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, et que le Cuba allait aider l'Union soviétique. Il a dit, il était prêt. Même si son pays allait être détruit, il était prêt parce qu'il voulait qu'une partie de l'Amérique soit anéantie. Donc voici ce qui se passe. Et c'est ce Fidel Castro qui a parcouru le monde. Même l'Angola n'a pas eu son indépendance seul. L'Angola a eu besoin des alliés. Même l'Amérique, l'Afrique du Sud, qui est un pays puissant, a eu besoin des alliés. Même l'Égypte dont vous parlez, quand l'Égypte faisait face à Israël et les Américains, ainsi que les Occidentaux, mais l'Union soviétique avait apporté son aide aux Égyptiens. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Un pays seul ne peut pas combattre les impérialistes. Oh, Lydie et Ya, c'est pas tout en esprit que quand on sait, on connaît tout, rien n'est caché en Afrique ici. Si Gbagbo était en liaison, quoi que ce soit, on allait savoir. Il n'est pas en liaison, quoi que ce soit. Et donc, c'est ce que vous avez dit, hein, avant les élections de 2010. On a vu ce que ça a donné. On a vu que c'était des fanfaronnades. Et que la Côte d'Ivoire n'avait même pas d'alliés. La Côte d'Ivoire était isolée. Donc, c'est du n'importe quoi. Jusqu'à présent, son parti n'a même pas d'alliés. Il faudrait que ça soit clair. Son parti politique n'a pas d'alliés. Voilà Nicolas Maduro. Il est soutenu par la Russie, la Chine et tout. Donc, les sanctions des Américains, aujourd'hui, ils ont réussi à amortir ces sanctions. Ils ont amorti maintenant, ils ont créé leur propre monnaie. Aujourd'hui, ils n'utilisent plus le dollar. Leurs transactions qu'ils font là, ça passe plus par le système SWIFT, parce que les Américains les ont enlevés. Ils ont trouvé d'autres transactions parallèles au système SWIFT. Aujourd'hui, l'économie vénézuélienne se relève. Mais ils avaient voulu faire chuter Nicolas Maduro. Mais lui, il lutte pour l'indépendance du Venezuela. Aujourd'hui, il est là. Les impérialistes ont échoué. Parce que Nicolas Maduro avait des alliés. S'il n'avait pas d'alliés, il y a longtemps, les États-Unis d'Amérique, ils allaient les bombarder. Ils ont voulu les bombarder, ils ont voulu essayer. Et Poutine a dit, je vous soutiens. Et que s'il y a la guerre au Venezuela, ça risque de dépasser les frontières. Ça va atteindre toute la région. Et donc, les Américains ont fait marche arrière. Ils ont dit, bon, on met un blocus naval. Mais l'Iran a brisé ce blocus naval. L'Iran partait livrer du pétrole. Les Américains ont menacé pour dire qu'ils allaient saisir les navires iraniens. L'Iran a fait comprendre que si vous bloquez nos navires, le détroit de Dormouz, on ferme ça. Et n'importe quel navire américain qu'on va voir là-bas, ça sera menacé. Et donc les Américains, voyant cela, ils ont compris que les Iraniens, les gardiens de la révolution, ils sont capables de faire n'importe quoi pour mettre en danger non seulement les navires civils, pétroliers qui vont aller aux États-Unis ou bien en Europe, ou bien leurs navires militaires. Et quand ils ont vu ça, ils n'ont pas empêché les navires iraniens, civils, pétroliers, qui livraient du pétrole au Venezuela. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Jusqu'à le blocus naval a été brisé. Ça a été brisé. Les Américains n'ont même pas empêché les Iraniens à faire du trafic avec... Ils voyaient les navires, mais ils ne pouvaient pas arrêter ça. Parce que dès lors qu'un navire iranien était menacé, l'Iran aussi ripostait dans le golfe des trucs. Et si là-bas c'est bloqué, mais les Saoudiens ne vont pas vendre, les Qataristes ne vont pas vendre, et ça va peser sur l'Union européenne, ça va aussi mettre en mal l'économie
du monde. Donc les Iraniens ont fait comprendre clairement que si vous mettez à mal nos navires qui vont au Venezuela, nous allons aussi mettre à mal vos navires. Si ça ne va pas passer, on va bloquer ce détroit-là et puis il n'y aura plus de navires pétroliers qui vont passer ici pour faire commerce. Et donc les Américains ont compris, ils ont fait des concessions. C'est ça le monde. C'est ça le monde. L'Iran même, qui est sanctionné jusqu'à la moelle, n'est pas seul. L'Iran est soutenu par la Russie, l'Iran est soutenu par la Chine. Donc les Iraniens ne sont pas seuls. L'Iran traite avec la Corée du Nord, avec le Venezuela, avec beaucoup de pays, le Brésil, c'est moi qui veux citer Nicaragua, l'Argentine, même beaucoup de pays africains. L'Iran coopère avec la Turquie, avec les pays Tadjikistan, Turkménistan, Azerbaïdjan, les Turquie, l'Iran traite avec tous ces pays. Donc voilà pourquoi en Iran, là, il n'y a pas eu de révolution, de renversement de régime. Et c'est ce que les Occidentaux espéraient. Mais comme les Iraniens étaient soutenus, les Occidentaux n'ont pas réalisé leurs vœux, leurs rêves ne se sont pas réalisés. Donc voilà pourquoi toujours les gardiens de la révolution, ils sont toujours au pouvoir en Iran. Donc voici ce qui se passe dans le monde. Alassane Ouattara, lui, il a été clair au début. Il a défini sa politique. Il a défini sa vision. Avant de rentrer en politique, il avait déjà ses alliés. C'est ça qu'on appelle un homme politique qui a une vision. Alassane Ouattara, avant de rentrer en politique, il avait déjà eu une vision. Et sa vision était accompagnée par des alliés. Les alliés déjà l'épaulaient. Et grâce à ses alliés, il a pu prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça se passe. N'importe quel politicien qui n'a pas d'alliés, c'est un plaisantin. Je répète, n'importe quel homme politique qui n'a pas d'alliés, qui se dit je suis indépendant, je m'en fous d'alliance, c'est un plaisantin. C'est un rigolo et ce dernier ne va pas amener quelque part son pays. Est-ce que vous comprenez? Non, Alassane Ouattara, ayant des alliés, ses alliés l'ont aidé dans les moments difficiles, dans la rébellion, même pendant les élections, où il y avait contestation des résultats, ses alliés l'ont épaulé. Ils l'ont poussé. Laurent Gbagbo n'ayant pas d'alliés, mais a échoué, a perdu. Pendant même la bataille, en 2011, ses alliés lui ont apporté soutien. C'est ça qu'on dit, un homme politique. Même si je ne suis pas d'accord avec la politique de ses alliés, qui se fait en Côte d'Ivoire, mais ce que je veux faire ressortir là, c'est que quand on est un homme politique et qu'on a une vision, on doit définir sa vision. On doit avoir une alliance avant de s'engager dans quoi que ce soit, pour ne pas qu'on ne soit pas surpris demain. Parce qu'un homme politique sans aucune alliance est un plaisantin qui veut faire la politique mais qui ne peut pas arriver quelque part. Grâce aux alliances d'Alassane Ouattara, il est toujours au pouvoir. Est-ce que vous le voyez? Qui le fatigue? Il peut faire tout ce qu'il veut, personne ne peut l'intimider en Côte d'Ivoire parce qu'il sait qu'il a des alliés. Il sait que ses alliés le soutiennent. Il sait que ses alliés sont là pour l'épauler. Quoi qu'il arrive, ses alliés sont là pour l'aider. Donc Alassane Ouattara, il dort tranquille, il est calé. Il est calé et puis c'est lui-même qui peut menacer les autres. Les autres ne peuvent pas le menacer. Tu le menaces, tu sais, c'est la prison parce que ses alliés sont là pour l'épauler. Mais les autres qui n'ont pas d'alliés, ils sont où? Ils sont obligés de fuir. Ils sont obligés de se cacher. Ils sont obligés de se taire. Ils sont obligés de se comporter comme des gamins. C'est ça. Quand tu n'as pas d'alliés, c'est comme ça que tu te comportes. Est-ce que vous comprenez? Quand tu n'as pas d'alliés, là, c'est comme ça que tu te comportes. Mais quand tu as un allié et ton allié est puissant, tu peux même hausser la voix. Et même lui qui est au pouvoir, là, il ne peut pas t'arrêter. Parce que ton allié va lui faire comprendre que si tu l'arrêtes là, ça ne va pas aller. Si tu l'arrêtes, ton pouvoir aussi sera menacé. Et donc même que tu sois opposant, quand tu as un allié puissant, ton allié même te pousse. Il peut même, grâce à lui, tu peux oser. Tu peux hausser la voix sans être inquiété. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est comme pendant la rébellion. Soro Guillaume était soutenu par ses alliés. Est-ce que Laurent Gbagbo l'a arrêté? Vous savez pourquoi Laurent Gbagbo ne l'a pas arrêté? C'est parce que les alliés de Soro disaient à Gbagbo, si tu l'arrêtes, ce n'est pas bon pour toi. Et donc, il était obligé d'entamer des dialogues. Il était obligé de faire des concessions. Tout ce que Soro lui disait de faire, il était obligé de faire ça. Parce que Soro Guillaume se trouvait en position de force à cause de son alliance, à cause de ses partenaires occidentaux. Et donc, Guillaume Soro se trouvait dans une position de force. Laurent Gbagbo se trouvait dans une position de faiblesse parce qu'il ne pouvait rien faire. Mais si Gbagbo était dans une position de force parce qu'il avait des alliés puissants, il n'allait même pas faire de concessions vis-à-vis du chantage de Soro Guillaume. Il allait vouloir même mater Soro. Mais comme il se voyait affaibli, il voyait que personne ne le soutenait. Alors, pour éviter le pire, il était obligé de céder tous les chantages de Guillaume Soro. Et c'est ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir. Donc, si les pro-Gbagbo n'ont pas compris cela, et qu'ils sont dans une dynamique politique neutrale, disant que non, il faut mener la lutte, les mains nues, c'est du n'importe quoi. Vous n'allez pas conduire le pays quelque part, le pays ira d'échec en échec à cause de votre politique. Changez de politique, trichez sur Alassane, trichez sur lui. Même si sa politique qu'il fait, ça ne vous plaît pas, trichez sur lui. La tricherie, c'est quoi? C'est que prenez le côté positif d'Alassane Ouattara, qui a compris qu'avant de mener une bataille sur le champ politique, il faut d'abord avoir des alliés. Il faut être épaulé par des alliés pour pouvoir se retrouver dans une position de force afin de se disputer. Parce que si votre PPRCI n'a pas de truc d'alliés, même en 2025, si vous gagnez, et que Alassane dit vous avez perdu, qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne va pas aller quelque part. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire vous devez comprendre tous ces paramètres. Vous pouvez gagner, il peut dire vous avez perdu. Ça ne va nulle part. Si vous protestez, il vous met en prison. Et puis ses alliés vont le soutenir. Et puis vous là, vous allez faire quoi? Quiconque veut manifester, il est maté. Ça ne va nulle part. Mais si vous avez aussi un allié puissant, et que vous gagnez, et que Alassane Ouattara dit non, vous pouvez vous retrouver dans une position de force pour protester. Parce que vous allez vous dire, on est prêt à tout parce que nos alliés aussi vont nous soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as aucune alliance, tu gagnes, on dit tu as perdu, tu vas faire quoi? Ah, on a gagné, et puis c'est quoi? Tu as gagné, et puis quoi? Tu as gagné, et puis on dit tu as perdu. Ça ne va nulle part. Tu vas dire, on a gagné, et puis c'est faux. Tu as fait quoi même? Tu restes chez toi, tu pleures, et puis c'est fini. Tu pleures, c'est fini. Mais c'est de ça qu'il s'agit, hein? C'est ça le monde politique. Tu as gagné, on a gagné. Il dit tu as gagné, va te faire foutre. C'est nous, on a gagné. Personne ne te soutient, tu as fait quoi? Ah, le peuple, c'est nous, on a gagné. C'est nous, on a gagné. On va dire, lui qui couvre le feu, lui qui sort, il est maté, il marque à la tête. Tout le monde, les doseurs de Ouattara, ils nous font peur. Ils nous font... Ils vont menacer même Gbagbo. Tu continues à t'envoyer à la CPI pour dire que tu as une menace à l'ordre public. Bon, je laisse pour moi. Oui, c'est comme ça. Je laisse pour moi. Je ne veux pas de troubles. Et puis c'est fini. Hein. Et puis ils vont toujours continuer à gouverner. C'est clair. Mais s'il a un allié puissant qui dit qu'il ne faut même pas t'inquiéter. Leur menace de ces pays, ça ne vous verra pas le jour. Je te soutiens, je suis prêt. Si tu ne me demandes même une aide militaire, je suis prêt. Même à l'ONU, je te soutiens. Alors il va se retrouver dans une position de force pour espérer récupérer ce qui lui est dû. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'a rien. Demandez à Bédier. Il a voulu former un mouvement pour renverser Alassane Ouattara lors des élections de 2020. Bédier a essayé, Ouattara l'a mis dans une résidence surveillée. Il n'avait pas d'allié. Il voulait, Ouattara dit, mettez-le dans une résidence surveillée. Afi était obligé de se déguiser en femme pour fuir, pour aller au Ghana. Ils l'ont attrapé. Un maquillage, mèche, un truc, robe de nuit. C'est comme ça, quand tu n'as pas d'allié là, c'est comme ça, tu te ridiculises. Donc, Bédier n'ayant pas d'allié, était obligé de se retrouver dans une résidence surveillée. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il avait un allié, Alassane n'allait jamais oser le mettre dans une résidence surveillée. Il n'allait jamais oser le faire. Ça dépend des alliances. Si l'allié dit je te soutiens,
Et il menace l'autre, le gouvernement. Si tu fais l'erreur de mener la vie dure à mon allié, je serai obligé de t'envoyer une rébellion là-bas ou de menacer ton gouvernement. Le gouvernement en place sera obligé de comprendre et dire, ah, vraiment, je vais éviter des trucs, donc je ne vais pas le toucher. Mais Bédier n'a pas d'allié. Et c'est lui qui forme un mouvement, quoi même, un mouvement où Soro dit les ministres de la Défense. Et puis il est à Paris là-bas, il donne l'ordre. Ouattara dit, mais vos conneries là, ça a trop duré. Il dit, mettez-moi Bédier dans une résidence. Il a envoyé une note à Paris. Emmanuel Macron dit, toi Soro, quitte mon pays. Va te faire foutre, je n'ai pas besoin de toi. Et c'est comme ça, ils les ont chassés. Chacun fuit. A fui. L'autre, comment il s'appelle? Lui qui vient de l'Ouest là, comment il s'appelle même? Mabri Touapeuse. Il a fui pour aller au Libéria. Gbagbo dit, je ne suis pas dedans. Vraiment, des comédiens comme ça. Et c'est ça la bouille en va lutter contre l'impérialisme. Ne vous revoyez pas, hein. Restez dans vos bêtises, vous dites, on va lutter contre l'impérialisme. Si ce on se laisse, c'était l'incontournable guerre, il a compris.